Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur CGTN Français. Merci d'être avec nous. Dans cette émission spéciale, nous allons nous focaliser sur les frictions économiques et commerciales entre la Chine et les États-Unis. La situation s'est détériorée. La Chine va publier aujourd'hui un livre blanc sur sa position sur les négociations économiques et commerciales avec les États-Unis et une conférence de presse sera organisée par le Bureau d'information du Conseil d'État et le ministère du Commerce à 10h heure locale. Et CGTN Français couvrira la conférence. Alors, quelle est la position de la Chine et comment la Chine va-t-elle répondre à ce conflit? Nous en allons parler avec notre invité du jour, M. Wu Zhexian, ancien diplomate chinois. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Les nouvelles hausses de droits de douane chinois sur des produits américains de montant de 60 milliards de dollars prennent effet samedi dernier, c'est-à-dire hier, et cette augmentation fait suite à la décision de Washington d'augmenter ses taxes sur des importations de produits chinois d'une valeur de 300 milliards de dollars. Mais Beijing dispose d'une nouvelle arme dans son arsenal commercial, une liste d'entités peu fiables. Plus de 5000 produits taxés, avec des tarifs douaniers de 5 à 25%. Beijing met la pression sur plusieurs importations des États-Unis. Nous allons devoir prendre des contre-mesures nécessaires suite à l'imposition de tarifs douaniers supplémentaires sur les produits chinois par les États-Unis. Pour emprunter les mots de la partie américaine, on verra bien. La majeure partie des droits de douane vise l'industrie agricole américaine et touche des produits comme les cacahuètes, le sucre, le blé et le poulet. Cela fait suite à la décision de Washington d'augmenter les droits de douane sur 300 milliards de dollars de produits chinois. Les deux plus grandes économies mondiales sont en plein bras de fer. La Chine ne cède jamais aux pressions extérieures. Nous avons la détermination et la capacité nécessaires pour défendre nos droits et intérêts juridiques et légitimes. Nous espérons que les États-Unis pourront travailler avec la Chine pour trouver un terrain d'entente, régler les préoccupations légitimes de chacun et œuvrer en faveur d'un accord mutuellement bénéfique sur la base du respect mutuel et de l'égalité. Par ailleurs, les autorités chinoises ont annoncé vendredi que le pays établirait une liste des entités peu fiables. Le document inclura des entreprises, organisations et individus étrangers qui n'ont pas respecté les règles du marché ou ont porté atteinte aux droits et intérêts des entreprises chinoises. Le ministère chinois du Commerce déclare que cette initiative vise à préserver la sécurité nationale et le système commercial multilatéral mondial. Certaines entités étrangères ont violé les règles du marché à des fins non commerciales et ont adopté des mesures discriminatoires à l'encontre de sociétés chinoises. De telles mesures mettent en péril les intérêts légitimes des entreprises, nuisent à la sécurité nationale de la Chine et menacent la chaîne industrielle et d'approvisionnement mondiale. Elles ont également eu un impact négatif sur l'économie mondiale, les entreprises et les consommateurs. Le ministère déclare que la liste est conforme aux lois et règles chinoises, dont la loi antitrust, la loi sur le commerce international et la loi sur la sécurité nationale. Des détails sur les mesures qui seront prises à l'encontre des entreprises figurant sur cette liste devraient être annoncés bientôt. Le ministère chinois du Commerce a déclaré que le gouvernement chinois prendra complètement en considération 4 aspects avant de rendre sa décision finale sur le classement de certaines entités comme non fiables. Et les critères sont suivants. Est-ce que l'entité a pris des mesures discriminatoires, telles que des sanctions ou l'interruption d'approvisionnement à l'égard des entreprises chinoises? Est-ce que ces mesures prises par l'entité se basent sur des objectifs non commerciaux et violent les principes du marché et l'esprit du contrat? Est-ce que ces mesures ont causé des pertes concrètes aux entreprises chinoises et aux industries liées? Et est-ce que ces mesures posent des menaces ou des menaces potentielles à la sécurité nationale de la Chine? La Chine explique que cette liste vise à préserver sa sécurité nationale et les droits légitimes des entités chinoises, ainsi que le commerce équitable et le multilatéralisme. Le ministère du Commerce a aussi averti les compagnies de considérer soigneusement le potentiel de perte lorsqu'elles font du commerce avec les entités étrangères listées. Approfondir la réforme et l'ouverture est notre stratégie nationale de base. Nous allons protéger les droits et intérêts légitimes de toute entreprise à investissements étrangers et améliorer notre environnement d'affaires. Mais toute action illégale recevra une sanction appropriée.
Les autorités chinoises annoncent qu'elles lanceront une enquête officielle sur le transporteur américain FedEx concernant le détournement des colis envoyés par Huawei, le géant de télécom basé à Shenzhen. Les autorités déclarent que FedEx a gravement porté atteinte aux droits et intérêts légitimes de ses consommateurs et violé les règlements de l'industrie de livraison express. 4 colis contenant des formalités ont été détournés en direction du siège de FedEx aux États-Unis au lieu d'être livrés au bureau de Huawei en Asie. Et nous retrouvons maintenant notre invité du jour pour en parler. Monsieur Wu, alors tout d'abord, la tension commerciale entre la Chine et les États-Unis a duré presque un an. Donc, où en est aujourd'hui et quelles répercussions a-t-elle pour les deux côtés? Comme on a bien montré dans le reportage, aujourd'hui c'est l'escalade. Oui. Mais l'escalade voulue par les Américains. Mais dès le début, ce n'est pas la Chine qui a voulu avoir une telle situation. Oui. Ce sont les Américains. Donc la clé se trouve aux mains des Américains, des décideurs américains. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation? Avant de décrire la situation d'aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Oui. Le fameux excédent commercial, côté chinois, vis-à-vis des Américains, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que tout simplement, les échanges commerciaux s'effectuent toujours aux besoins des uns et des autres. C'est le commerce. C'est la loi du marché. Personne ne peut faire durer des affaires au détriment des intérêts des autres. Bon. Donc les échanges commerciaux sont toujours basés sur les intérêts réciproques. Les Américains, par exemple, avec leur commerce avec la Chine, profitent énormément. Les ménagers américains peuvent acheter des produits de bon marché, de meilleur rapport qualité-prix dans leur supermarché, grâce en grande partie à leur commerce avec la Chine. Côté chinois, la Chine a besoin, par exemple, des Boeing. La Chine ne produit pas aujourd'hui, pas encore, des gros avions de passagers. La Chine achète des Boeing, mais la Chine doit vendre ses produits pour pouvoir acheter des Boeing. Donc, ce sont des échanges commerciaux tout à fait normaux entre deux pays qui ne se trouvent pas au même niveau de développement. Les deux économies sont complémentaires. Il ne faut donc pas uniquement voir un tel ou tel chiffre. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, le chiffre avancé à propos de l'excédent chinois vis-à-vis des États-Unis n'est pas un chiffre parlant. Pourquoi? Parce que ce chiffre, avancé toujours par des Américains, à la hauteur de centaines de milliards. Tout ça, c'est seulement un aspect des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis. Cela concerne uniquement les marchandises. Mais il faut aussi tenir compte le commerce de services. Les États-Unis sont très développés dans le secteur de services, la finance, surtout. Et là, justement, la Chine est déficitaire vis-à-vis des États-Unis. Il faut en plus tenir compte des entreprises, les uns et les autres, qui investissent dans l'autre partie. Les entreprises américaines qui se trouvent en Chine sont très nombreuses. Certaines grosses entreprises, par exemple Apple, qui produisent leurs portables en Chine. Elles réexportent les produits finis, fabriqués en Chine, vers d'autres marchés, y compris vers le marché américain. C'est Apple, une compagnie américaine qui gagne des sous là-dessus. Mais si on prend en considération de tous ces facteurs, c'est toujours les États-Unis, depuis des années, qui sont excédentaires. Vous voyez, donc c'est un aspect très compliqué. Il faut voir l'ensemble des aspects pour comprendre les échanges commerciaux entre les deux pays. Il faut avoir cette vision en tête pour ne pas se laisser tromper par un tel ou tel chiffre qui a l'apparence trompeuse. Un autre facteur très important à signaler, les échanges économiques
et commerciaux entre les États-Unis et ses partenaires et leurs partenaires représentent une particularité qui n'existe pas dans les échanges commerciaux entre les autres pays. Oui. Parce que les États-Unis sont le seul pays qui a le privilège d'imprimer une monnaie qui circule dans le monde entier. Oui. Voilà. Mais c'est un fait historique. C'est grâce à leur puissance économique. Mais c'est un fait. Bon, tout le monde reconnaît. Voilà, la valeur, les billets verts. Bon, mais c'est un privilège pour les États-Unis. Lorsque les États-Unis impriment des billets verts, ils achètent des produits fabriqués par les autres avec leur sueur, avec leur effort. Et bien forcément, ça donne l'apparence d'avoir un déficit. Voilà, parce que vous avez les papiers, vous achetez les produits des autres, mais vous avez un déficit. Mais au fond, vous profitez énormément de votre privilège. Donc il faut tenir compte de tout ça pour comprendre vraiment la situation. D'accord. Mais aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que le problème se pose. On n'a pas encore trouvé la solution, mais ça n'a pas vraiment empêché la Chine de se développer. C'est vrai que les États-Unis constituent le premier partenaire commercial de la Chine en tant que pays, mais pas en tant que quantité, parce que l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial de la Chine, en tant que l'Union. Bon, c'est vrai, mais les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine représentent seulement 16% de l'exportation, enfin, des échanges commerciaux de la Chine avec le monde extérieur. D'accord, mais 16%, ce n'est pas la fin du monde pour la Chine. Et surtout, aujourd'hui, avec toutes ces mesures discriminatoires qui visent la Chine, ces mesures prises par les Américains, cela touche à peu près la moitié, un peu plus de 40% des exportations des produits chinois vers les États-Unis. 40%, ça fait 8% de l'exportation des produits chinois vers le monde extérieur. Donc, encore une fois, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Les fournisseurs chinois trouveront d'autres acheteurs. Voilà. Donc, voilà. On a eu une autre occasion pour exploiter le marché du monde. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, la Chine est le premier partenaire commercial de plus de 120 pays dans le monde. Donc, il y a certainement des acheteurs remplaçants. Mais côté États-Unis, je crois que là, il faut aussi comprendre une chose. Lorsque les décideurs américains prennent des mesures discriminatoires contre la Chine, pour ceux qui ne sont pas avertis, penseraient que c'est la Chine qui devrait payer tout ça. Mais la réalité est tout à fait autre. Qui paie? Les importateurs américains paient. Et eux, lorsqu'ils paient plus pour importation des produits de la Chine, eh bien, ils font payer à leur tour aux consommateurs américains. Voilà, c'est très simple. Les fournisseurs chinois, est-ce qu'ils vont payer plus? Non, ils peuvent très bien négocier. Ils disent non, si vous voulez que nous vendions les produits à des prix encore moins compétitifs, c'est très bien, mais nous, on ne veut pas, parce que notre marge de profit est déjà très réduite. Bon, mais si vous ne voulez plus acheter, tant pis, on va trouver d'autres acheteurs. C'est ça la réalité. Du coup, malgré ce conflit, depuis plus d'1 an, l'année dernière, les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis ont encore augmenté. Et ce qui est paradoxal, c'est que l'excédent, entre guillemets, du commerce a encore augmenté pour la Chine. Vous voyez, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien, sauf à nuire aux intérêts des importateurs américains et des intérêts des consommateurs américains. Et selon certains instituts de recherche économique, selon leurs études, si on continue comme ça, ça va entraîner la baisse de la croissance économique des États-Unis. D'accord. Et pour la Chine, l'année dernière, la croissance économique, c'est 6,6%. Pour le premier semestre de cette année, c'est encore 6,4%.
Donc manifestement, il n'y a aucun problème. Il faut savoir que la Chine elle-même constitue un très grand marché, un marché de pratiquement 1,4 milliard d'habitants, bientôt 1,4 milliard d'habitants en Chine. Et le pouvoir d'achat des Chinois augmente sans cesse, donc c'est un marché énorme. Je crois que l'année dernière, la Chine est déjà devenue le premier marché de consommation dans le monde. Donc avec tout ça, je ne crois pas que cette histoire pourrait nuire vraiment aux intérêts des Chinois. Ça peut avoir des impacts négatifs pour telle ou telle entreprise, c'est tout à fait normal. Bon, mais c'est pas du tout la fin du monde, c'est pas du tout. D'accord. Et en effet, pour régler ce problème, les deux parties ont mené plusieurs tours de négociations, mais sans pour autant parvenir à un consensus final. Donc, comment expliquez-vous cet échec? Mais dès le début, j'ai dit, c'est pas la Chine qui a voulu pour la provoquer une telle histoire. Mais ce sont les Américains. Mais ce sont les Américains qui ont lancé la polémique, qui ont fait semblant. Nous revenons plus tard sur ce sujet, puisque la conférence de presse est bien sur le point de débuter et rendons-nous sur place. 女士们、先生们、记者朋友们，大家上午好！欢迎大家 Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à la conférence de presse tenue par l'Office de l'information du Conseil des affaires d'État. Aujourd'hui, l'Office de l'information du Conseil des affaires d'État publie le livre blanc des positions chinoises concernant des consultations économiques et commerciales entre la Chine et les États-Unis. Nous tenons cette conférence de presse pour vous présenter ce livre blanc et donner les explications. Sont présents à cette conférence le vice-ministre du Commerce et le vice-représentant des négociations nationales, M. Wang Shiwei. Moi, je suis Guo Weiming, vice-président de l'Office de l'information du Conseil des affaires d'État. Maintenant, je tiens à vous faire une présentation sur le contenu essentiel de ce livre blanc. Concernant la position chinoise sur les négociations commerciales sino-américaines, ce livre blanc a mis en ordre et donné des explications sur l'historique de ces négociations ainsi que la situation actuelle, exposant clairement la position de principe du gouvernement chinois sur ces négociations. Il y a 8300 mots dans ce livre blanc avec le préambule, la partie principale et la conclusion. Il a indiqué que les relations économiques et commerciales entre la Chine et les États-Unis constituent la base de piliers des relations et la force motrice de ces relations touchant à la stabilité et à la paix mondiale. Depuis le mois de mars 2018, face aux frictions commerciales lancées unilatéralement par les États-Unis, la Chine se voit obligée de prendre des mesures, contre-mesures, pour bien sauvegarder nos intérêts de l'État et de notre peuple chinois. En même temps, la Chine s'en tient au principe de régler le problème par voie de négociation et de dialogue en menant plusieurs négociations avec les États-Unis, essayant de stabiliser les relations commerciales avec les États-Unis. Concernant la guerre commerciale, la Chine ne veut pas faire cette guerre ni n'a pas peur de se battre et en cas obligé, elle est prête à se battre. Le livre blanc indiquait que les frictions lancées par les États-Unis minent les relations bilatérales et multilatérales et cela n'a aucun intérêt pour ses propres intérêts et mine la coopération bilatérale et multilatérale et mettre en péril la confiance mondiale. Les frictions commerciales ne peuvent aboutir à des intérêts favorables aux États-Unis, ne peut qu'aboutir à un coût élevé des producteurs américains et faire augmenter le prix et toucher à la vie de qualité des États-Unis et mettre en préjudice également les relations import-export avec la Chine. Les frictions lancées par les États-Unis détruisent la chaîne d'approvisionnement globale et lancent un défi très important sur la reprise économique mondiale et constitue une grande menace pour la tendance à la croissance de l'économie mondiale.
les États-Unis ne cessent de reprendre ses positions et ne veulent pas respecter son engagement. Après les frictions lancées par les États-Unis, les relations d'investissement et de commerce ont été déjà sabotées. Les deux parties estiment qu'il est nécessaire de s'asseoir sur la table pour passer les négociations afin de régler le problème. Depuis le lancement des négociations, au début de cette année, il y a eu de progrès importants sur la grande partie des économies. Il y a eu une entente, mais il y a beaucoup de hauts et des bas. Et à chaque fois, le recul est causé par la position américaine de ne pas respecter ses engagements et de retour sur ces engagements. Et cela est entièrement dû à la mauvaise position des États-Unis. La Chine s'en tient toujours à l'égalité et d'intérêt réciproque pour mener les négociations avec les États-Unis. Le gouvernement chinois estime toujours que, en menaçant par la guerre commerciale, en imposant sans cesse les droits de douane supplémentaires, cela n'est pas favorable au règlement du problème. Il faut respecter le principe de respect mutuel et d'avantage réciproque avec la sincérité et la bonne volonté pour régler le problème par les négociations. Le livre blanc souligne que pendant les négociations des deux parties, la souveraineté et la dignité nationale d'un pays doivent être respectées. Les accords conclus doivent être basés sur l'égalité et l'avantage réciproque. Sur les questions de majeure, la Chine ne peut pas accepter la cession. Avec un accord, dans l'objectif d'un accord réciproquement avantageux et gagnant-gagnant, cela correspond aux intérêts des deux pays et répond aux souhaits des autres pays. Espérons que les deux parties avancent dans la même direction, renforcent la coopération économique et commerciale pour promouvoir en commun les relations américaines marquées par l'équilibre et la stabilité afin d'augmenter le bien-être de tous les peuples du monde. Concernant la position exposée par ce livre blanc, qui a été édité en chinois, en anglais, en français, en japonais, en arabe, en 8 langues étrangères, avec l'édition en langue étrangère et l'édition du peuple, et sont déjà commercialisés par les livres Xinhua, les boutiques Xinhua. Maintenant, je donne la parole à M. Wang Shiwei, vice-ministre du Commerce. Merci, M. Gui. Chers amis journalistes, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, l'Office de l'Organisation du Conseil des Présidents publie le livre blanc des positions chinoises sur les négociations commerciales, économiques sino-américaines. Je souhaite la bienvenue pour votre présence. Tout à l'heure, M. Ko a déjà exposé le contenu principal de ce livre blanc. Et maintenant, je voudrais ajouter quelques points. Les négociations américaines, économiques et commerciales focalisent l'attention de la communauté nationale, mais il y a des bruits et beaucoup de doutes sur ces négociations. Pour bien clarifier la position chinoise sur ces négociations, le gouvernement chinois a rédigé et fait publier ce livre blanc. Ce livre blanc a exposé les impacts de ces négociations ainsi que l'historique de ces négociations avec le retour sur les non-respect de l'engagement fait des États-Unis. Le gouvernement chinois a exposé ses principes et ses politiques. La Chine et les États-Unis, en tant que les deux grandes puissances, entités économiques, l'entente ne peut aboutir aux intérêts réciproques alors que le combat ne peut aboutir à des dégâts réciproques. Ces négociations touchent à l'intérêt global, la stabilité et la paix mondiale. Depuis des dizaines d'années, la Chine et les États-Unis ont bien saisi la tendance à l'intégration économique et ils ont bien mis en valeur les atouts réciproques économiques et ont bien fait pour promouvoir le développement des relations et de la coopération économique commerciale entre les deux pays, ce qui ont
permis de réaliser des élans très importants. Lors de l'établissement des relations étrangères entre les deux pays, le volume d'échange était seulement de 2,5 milliards de dollars, alors qu'aujourd'hui c'est atteint à plus de 600 milliards de dollars. Les investissements directs réciproques s'approchent à 160 milliards d'US dollars. On peut dire que les relations économiques et commerciales ont déjà atteint un niveau très approfondi et les relations économiques et commerciales sont extrêmement liées entre les deux pays, ce qui génère également non seulement des intérêts favorables pour les deux pays, les deux peuples également, s'il s'agit d'une bonne contribution à la paix et à la stabilité mondiale. Avec les différentes étapes de développement et les différences de systèmes social des deux pays dans la coopération économique et commerciale, il est inévitable qu'il pourrait se produire des frictions et des divergences de vues. C'est tout à fait normal. Il faut que les deux parties adoptent une attitude normale et pour passer à consultation afin de faire disparaître les contradictions et réduire leurs écarts afin d'encadrer les relations économiques et commerciales dans une voie normale et de coopération. Depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement américain, au mépris de cette situation favorable et de l'intérêt fondamental réciproquement avantageux de la coopération bilatérale, ne cesse de lancer des frictions commerciales avec la Chine et ont pris des mesures de droits de douane supplémentaires de façon unilatérale. Le gouvernement chinois se voit obligé de prendre des contre-mesures pour sauvegarder nos propres intérêts. En même temps, la Chine s'en tient toujours à passer par le dialogue et les consultations pour régler les conflits et en menant plusieurs tours de négociations afin d'essayer, dans la mesure du possible, de stabiliser les relations économiques et commerciales. Notre position est claire pour ces conflits, litiges. Nous voudrions être coopératifs et promouvoir les négociations pour un accord gagnant-gagnant. Mais les négociations doivent être basées sur le seuil de tolérance. Sur les questions majeures, la Chine ne peut pas accepter les concessions. Comme le président Xi a indiqué que la coopération constitue la seule voie juste à opter par les deux pays, quel que soit le changement de la situation, la Chine va mener à bien ses propres affaires, espérant que les États-Unis aillent de l'avant dans la même direction avec la Chine, avec le principe de coopération et d'avantages réciproques pour mener à bien les négociations afin de promouvoir un développement stable et sain de leurs relations économiques et commerciales afin d'accroître le bien-être des peuples sino-américains et des peuples des autres pays. Maintenant, nous passons aux questions-références. Veuillez vous introduire et il y a la traduction simultanée. Si il y a les questions posées en anglais, il y aura la traduction simultanée que vous pouvez suivre. Bonjour, je suis journaliste de CCTV. Aujourd'hui, les hauts officiels des États-Unis ont dit que le gouvernement chinois a reculé dans sa position, ce qui a fait la stagnation des négociations. Une autre question, il y a des bruits qui disent que si les négociations n'ont pas été abouties, c'est parce que la partie chinoise a fait des changements et en annulant des choses dans les accords de négociation. Merci. Concernant les négociations économiques et commerciales entre les deux parties, la Chine a toujours gardé la sincérité la plus grande. Les accusations américaines sont irresponsables. Pendant les négociations sur tous les sujets, avant de parvenir à un accord sur tous les sujets, tout se passe sur la table de négociation, reste dans le cadre de discussion. Donc il n'y a pas la question de recul de la position. Dans les négociations, on dit souvent « nothing is agreed ». Rien n'a été accordé finalement. Et l'année dernière, les deux pays ont parvenu à une entente afin de régler les divergences de vues comme
sur le plan économique et commercial par négociation afin de faire disparaître les droits de douane supplémentaires imposés par les deux parties. La Chine est très attachée à cette entente conclue entre les deux chefs d'État pour bien maintenir les liens économiques commerciaux entre les deux pays. Nous avons toujours adopté une attitude de raison et de retenue avec la plus grande sincérité et la plus grande volonté. Nous avons réagi aux soucis exprimés par les États-Unis. Dans la négociation, les États-Unis ont soulevé plusieurs questions et la Chine a apporté également des solutions malgré les quelques difficultés. Mais la partie américaine continue à déposer des demandes irrationnelles et la partie américaine insiste sur le fait d'inscrire dans l'accord des contenus qui portent atteinte à la souveraineté de la Chine et les États-Unis ne veulent pas supprimer les droits de douane déjà imposés depuis le début des frictions commerciales entre les deux parties. Et la partie américaine menace également d'imposer davantage de droits de douane, ce qui constitue des entraves de ces négociations commerciales. De ces faits, tout le monde peut distinguer du vrai, du faux, de la justice. La Chine insiste sur le fait que dans les négociations, il faut se respecter, il faut poursuivre les mêmes objectifs et agir en égo, en respectant l'une partie et l'autre, en respectant la souveraineté et les intérêts fondamentaux de l'une partie et de l'autre. Et il faut essayer de trouver des compromis, des concessions des deux parties au lieu de poursuivre une concession d'une seule partie. Les négociations devraient être faites sur la base de l'égalité et avec un objectif bénéfique à tous. Si une partie ne respecte pas la souveraineté et les intérêts fondamentaux de l'autre partie, tout en exerçant de la pression sur l'autre partie pour obtenir des résultats bénéfiques à sa propre partie. Donc ce genre de négociation n'arrivera pas à un bon résultat. Les États-Unis veulent escalader les tensions commerciales avec une pression à l'extrémité. La partie chinoise, c'est impossible pour elle de céder. Merci. Merci, quotidien de l'économie. Selon les États-Unis, ce sont plutôt la partie chinoise qui subit des atteintes, tandis qu'il n'y a pas de pertes, il y a peu de pertes pour la partie américaine. Quels sont vos commentaires? Personne ne sera gagnant dans une guerre commerciale. L'imposition de droits de douane supplémentaires va porter atteinte non seulement à la Chine, mais aussi aux États-Unis et également au développement de l'économie mondiale. Ces mesures de restriction commerciale ont des atteintes aux États-Unis. Les études américaines en ont déjà les résultats. Par exemple, les États-Unis disent que la Chine bénéficie d'un grand déficit commercial vers les États-Unis. Avec cette guerre commerciale, on peut réduire ce déficit commercial. Mais selon les statistiques américaines, le déficit commercial des marchandises des États-Unis a augmenté de 14,4%, avec une diminution de 50% de l'exportation de soja en Chine, et l'exportation des véhicules des États-Unis en Chine diminue également l'année dernière. On peut dire que la guerre commerciale a porté atteinte aux attentes des ouvriers et des paysans de l'Amérique, des États-Unis, et l'augmentation des droits de douane a porté atteinte également aux intérêts des consommateurs des États-Unis. Selon FMI, les droits de douane imposés supplémentaires par les États-Unis sont subis par les consommateurs.
Selon les statistiques d'une banque américaine, chaque foyer américain a dépensé 831 $ américains de plus pour la consommation à cause de l'augmentation des droits de douane. Et selon le partenariat commercial, une institution américaine, si les États-Unis imposent les droits de douane sur toutes les importations chinoises, les États-Unis vont perdre plus de 2,3 millions de possibilités d'emploi. Donc, ce sont des statistiques données par les institutions américaines. Donc, ces frictions commerciales portent atteinte non seulement à la situation économique américaine, mais aussi la chaîne de valeur mondiale. Donc, ces frictions portent atteinte à l'ordre normal commercial international selon la conférence de développement de commerce international de l'ONU. Entre 2017 et 2018, nous avons constaté une diminution à 2 chiffres des investissements directs étrangers entre les différents parties. Donc on peut dire que les frictions commerciales lancées par les Américains ont porté atteinte à la confiance des investisseurs et au commerce normal international. Je vous remercie. Une journaliste étrangère. Whether Xi Jinping will meet with Donald Trump at the G20 this month, and should they meet, what sorts of topics, what specific trade issues might they be talking about? 好，请翻译一下。我来自英国路透社。 Avec Reuters, ce mois, le sommet de G20 aura lieu au Japon. Est-ce que le président chinois Xi Jinping va rencontrer avec le président Trump? Quels seront les sujets à apporter entre les deux présidents? Est-ce que cela concernera le commerce? Je vous remercie pour cette question. Je n'ai pas encore des informations en la matière pour vous donner. It seems from what you said today that you blame the U.S. for the breakdown of talks. What gesture or what kind of statement of sincerity does the U.S. have to do to bring China back to the table? Is the next step, from your perspective, the U.S. having to make the next move, or is there some kind of trust building that you could go through? My second question is. Will Liu He be going to the trade minister meeting in Tsukuba in Japan next week? And if not, will there be any contact between the U.S. and the Chinese negotiating teams, either in Tsukuba or at the finance minister meeting, which Yi Gang will be attending? Thank you. 来自彭博新闻社，我的问题是，目前在我看来呢，中方把谈判破裂的责任归咎于美方。那么，请问中方希望美方做出什么样的姿态来显示谈判的诚意，从而使中方能够重新回到谈判桌，也就是说，下一步是否希望美国先做出一些举措，包括双方如何建立互信，在这个推进磋商。第二个问题是，请刘鹤副总理是否计划出席下周 La deuxième question, c'est que est-ce que le vice-premier ministre Liu He va participer au G20 de la semaine prochaine? Est-ce que M. Ye Gang va participer également aux conférences concernées dans le cadre En Marche de G20? Merci pour cette question. Dans les négociations sino-américaines, on a déjà effectué 11 cycles de négociations. C'est juste au milieu de 11e cycle de négociations, la Chine et les États-Unis ont décidé d'imposer de 25% de droits de douane sur les importations de la Chine, qui étaient auparavant 10%. Et puis les Américains ont commencé aussi à étudier les possibilités d'imposer davantage de droits de douane sur 300 milliards
d'importation chinois. Et puis les États-Unis ont également incorporé quelques entreprises chinoises dans la liste des entités. Cela constitue des entraves importantes pour la poursuite des négociations commerciales. Les Américains devraient prendre ces responsabilités. En ce qui concerne le consensus parvenu entre les deux présidents chinois et américains à Argentine, c'est que les deux parties ne vont pas continuer à imposer davantage de droits de douane sur les importations de l'une partie et de l'autre. Et dans ce consensus, on dit que les négociations ont pour objectif à terme de supprimer tous les droits de douane imposés après. Et maintenant, les nouvelles mesures prises étaient tous initiées par les États-Unis. Donc, au niveau de G20 au Japon, au niveau de conférence des ministères des représentants commerciaux, il y aura des représentants chinois qui vont y participer. Merci. Merci, je viens de China Media Group. Les États-Unis blâment les sociétés chinoises d'obtenir des droits de propriété intellectuelle d'une valeur importante par tous les moyens. Quelles sont vos réactions là-dessus? Merci pour cette question. Maintenant, sur le plan de protection des pays, la Chine a déjà déployé beaucoup d'efforts. La Chine attache de plus en plus d'importance à la protection des pays. Par exemple, l'année dernière, les Chinois ont déposé plus d'1,5 million de brevets d'invention qui étaient classés pendant 8 ans consécutifs, le premier rang mondial. Les Chinois ont procédé aux inventions, à la création. Nous avons également des commerces en matière de TPI avec les autres pays. Nous achetons des TPI des autres pays, nous exportons les TPI aux autres pays. La Chine achète des produits de droit de propriété intellectuelle des autres pays. En 2001, la Chine n'a dépensé qu'1,9 milliard de dollars américains pour les TPI, tandis que l'année dernière, cette dépense sur les TPI étrangers atteint déjà 35,6 milliards de dollars américains, 19 fois plus important que le chiffre 2001 pour l'année dernière. Tandis que les dépenses qu'on a payées aux États-Unis représentent 25% de dépenses totales en matière d'achat des TPI. La Chine attache une importance à la protection des TPI pour favoriser davantage d'inventions en Chine et de commerce des TPI avec les autres pays, avec les entreprises des autres pays. Au niveau de la législation, de l'exécution de la loi, des pratiques judiciaires, la Chine a aussi enregistré beaucoup de progrès. Les entreprises chinoises, s'ils veulent acheter des TPI auprès de l'étranger ou bien exportent leurs TPI à l'étranger, le gouvernement chinois n'intervient pas. Les autorités chinoises ne font que créer de l'environnement propice aux échanges et à la protection des TPI pour mieux protéger les TPI et pour promouvoir le développement de l'économie tirée par l'innovation. Et tout à l'heure, vous avez évoqué que certains disent que le gouvernement chinois demande les entreprises chinoises d'acquisitionner les entreprises américaines pour obtenir des technologies avancées. Ce n'est pas la réalité.
Les entreprises chinoises sont tout à fait libres de décider qu'est-ce qu'ils vont faire à l'étranger, qu'est-ce qu'ils vont investir, dans quel projet à l'étranger. Il s'agit là d'une décision indépendante et autonome des entreprises, et ce sont aussi ces entreprises qui vont assumer les responsabilités de leurs décisions. Le gouvernement chinois n'intervient pas dans les activités commerciales des entreprises, et le gouvernement chinois ne demande pas aux entreprises chinoises d'acheter telle ou telle technologie, etc. Et même si de Phoenix TV, depuis mars de l'année dernière, les frictions commerciales entre les deux parties a déjà duré plus d'un an. Dans l'élection présidentielle et depuis la prise en fonction de Donald Trump, il a dit toujours que le déficit américain représente plus de 500 milliards de dollars américains. Il pense que les États-Unis sont perdants dans le commerce avec la Chine. Donc, quelles sont les réactions de la Chine sur ces jugements du président Trump? Merci. Vous avez raison de dire que certains disent que la Chine bénéficie de grands excédents commerciaux, tandis que les Américains sont perdants dans le commerce des deux parties. Donc l'excédent et le déficit n'ont pas de liaison directe dans le commerce. Par exemple, il y a de l'excédent commercial des États-Unis envers les Australiens. Les Australiens est excédentaire de la Chine, et la Chine est excédentaire en termes commerciaux avec les États-Unis. Donc, est-ce que vous pouvez dire qui est gagnant, qui est perdant? Donc, on ne peut pas dire que ce excédent ou bien déficit sont étroitement liés avec le gagnant ou bien le perdant. Même si comme vous avez relaté, les États-Unis avaient enregistré un déficit énorme, mais ce n'est pas la réalité. Nous pouvons dire que le chiffre donné par les États-Unis ont été gravement surestimés. Par exemple, l'année dernière, le déficit américain vis-à-vis de la Chine est de 492 milliards d'US dollars. Est-ce que c'est un chiffre juste? Il y a entre deux autorités commerciales, il y a eu un groupe de statistiques qui font des analyses sur les différents chiffres d'ordre commercial entre les deux parties. Selon le résultat de cette analyse, souvent les chiffres donnés par la partie américaine étaient environ de 20% supérieurs par rapport à la réalité. Et en même temps, il faut tenir compte que durant le commerce bilatéral, il y a beaucoup de volumes liés à la sous-traitance. La Chine importe depuis d'autres entités économiques des pièces composantes. Ensuite, les produits sont réexportés vers les États-Unis. Donc, cette partie de déficit ne peut pas être comptée sur la partie chinoise. Il faut tenir compte également comme service bilatéral. Selon les statistiques américaines en matière de commerce en service, la Chine enregistre un grand excédent par rapport à la Chine. En tenant compte de tous ces éléments, la conclusion en est que le volume de l'échange à la fois commercial en marchandises et en services, le déficit américain était seulement de environ 150 milliards de dollars. Même avec ce chiffre, ce niveau-là, on ne peut pas dire que les États-Unis ont perdu alors que la Chine a gagné, puisque dans le commerce bilatéral sino-américain,
Environ 54% ont été réalisés par les sociétés à capitaux étrangers et d'autres parties ont été réalisées par les sociétés de sous-traitance. Dans ce cadre, la Chine a gagné sur les frais de transformation de sous-traitance, alors que les produits ont été conçus par les États-Unis ou bien les États-Unis ont fourni des pièces composantes clés et ce sont les États-Unis qui prennent en charge le marketing. Donc, les États-Unis ont tiré beaucoup de profit. Et lorsque les produits sont arrivés aux États-Unis avec le prix compétitif, ce qui a permis de baisser le prix de consommation d'achat aux États-Unis, et ça pourrait également occasionner beaucoup de nouveaux emplois dans le domaine logistique, de commercialisation, etc. Donc on ne peut pas dire que l'importation depuis la Chine constitue une préjudice aux intérêts américains. Et vous avez dit tout à l'heure également que les importations de la Chine ont fait la réduction des emplois dans le secteur de manufacturation aux États-Unis. Selon les résultats de recherche donnés par les instituts de recherche américains, la perte de l'emploi dans le secteur de manufacturation est déjà une réalité, même avant l'entrée de la Chine à l'OMC. Avec l'augmentation de la productivité et le changement sectoriel, ce qui a fait baisser le taux d'emploi dans le secteur de manufacturation. Il ne faut pas accuser la Chine, cela n'a pas de fondement. Avec le changement de situation, le secteur de services a augmenté aux États-Unis en contrepartie de la baisse du secteur de manufacturation, ce qui fait le plus faible taux de chômage aux États-Unis. Donc, que ce soit le commerce en services ou de marchandises, quels soient les déficits dans tel ou tel secteur, le commerce bilatéral sino-américaine est gagnant-gagnant et réciproquement avantageux pour les deux parties. Merci. Je suis journaliste de CNN. Nous avons constaté que dernièrement, dans la position chinoise, on a assisté à un renforcement de sa position. On a évoqué les outils à recourir concernant les terres rares aux États-Unis. Certains disent qu'avec les paroles mal tenues, ça pourrait faire en sorte que le gouvernement chinois veut lancer les attaques contre certaines entreprises américaines, y compris des contre-mesures sur FedEx. Avec le haut officiel de Huawei a été arrêté et il y a 2 Canadiens qui ont été arrêtés par la Chine. Certains disent que maintenant la Chine veut prendre des contre-mesures vis-à-vis de certains citoyens étrangers ou américains concernant les intérêts commerciaux d'investissement américains en Chine ou à l'étranger. Est-ce qu'il y a déjà ce genre de préoccupation sur leur protection? Est-ce que vous pouvez donner des explications sur la stratégie future chinoise dans les contre-mesures vis-à-vis de ces frictions commerciales sino-américaines? Merci de votre question. Pour la guerre commerciale, notre position est très claire. La Chine ne veut pas se battre. Elle n'a pas peur de se battre. Nous pensons que, à présent, pour tous ces phénomènes ou allégations que vous avez mentionnés, il y a un élément qui est lié à une suranalyse. Pour le cas de FedEx, la Chine accueille favorablement toute entreprise étrangère à se développer dans le cadre juridique en légalité en Chine, mais si on a des pratiques contre la loi chinoise, il faut faire des enquêtes selon la loi chinoise. Je pense que cela ne fait aucun doute et cela n'a rien à accuser. La Chine a promulgué la loi sur les investissements étrangers il n'y a pas longtemps qui souligne un traitement d'égal à égal vis-à-vis des investisseurs chinois et étrangers en Chine.
les intérêts légitimes de tous investisseurs étrangers doivent être bien protégés en Chine. Donc, il n'y a rien à en faire du tout, mais il faut bien respecter et appliquer la loi chinoise et mener des activités dans le commercial ou d'affaires dans le cadre juridique chinois. Concernant l'établissement de la liste des entités peu fiables, mes collègues ont déjà fait la présentation. Cette liste cible des entreprises qui vont à l'encontre de la règle du marché et se livrent à des blocus et l'arrêt d'approvisionnement vis-à-vis des entreprises chinoises avec une motivation non commerciale. Et cela pourrait même miner les intérêts légitimes de l'entreprise et même porter préjudice à l'intérêt public et de sécurité nationale de la Chine. Si ces sociétés doivent être comprises dans cette liste, c'est justement dans le but de bien permettre à d'autres entreprises de s'opérer dans le cadre d'un ordre commercial et économique équitable et juste. Il faut non plus de faire des analyses erronées sur cette liste. Je voudrais poser une question. Pourquoi, à ce moment-là, la partie chinoise publie ce livre blanc des positions chinoises? Quel est le sens profond? Et le 1er juin, la Chine a imposé des droits de douane supplémentaires sur des importations des produits américains. Qu'est-ce que la Chine veut exprimer par là? Je voudrais d'abord répondre à votre première question. Pourquoi on veut publier à ce moment ce livre blanc? Depuis un certain temps, les frictions commerciales et les négociations sino-américaines focalisent l'attention grande des deux pays, mais également de la communauté internationale. Donc, il est tout à fait nécessaire de présenter de façon globale la situation des négociations économiques et commerciales sino-américaines en donnant des explications claires et spécifiques sur la position chinoise. C'est bien le moment et c'est tout à fait nécessaire et important de publier ce livre blanc. Merci de votre question. Le 1er juin, la Chine a pris des contre-mesures en augmentant des droits de douane sur certains produits américains. C'est justement pour faire face à renforcement par américaine des mesures de sanctions américaines pour sauvegarder les intérêts de l'entreprise chinoise et les intérêts du peuple chinois. Nous avons besoin de prendre ces mesures. Je suis de China Daily. Dernièrement, il y a des partis intermédiaires qui font des rapports que maintenant il y a le ralentissement du processus de dédouanement et le ralentissement des processus d'autorisation, d'approbation pour les activités américaines. Avec le système de la liste de non fiables également, quel est l'avancement? Maintenant, certaines entreprises disent qu'en Chine, la vitesse de dédouanement est devenue ralentie avec le temps consacré à l'approbation est plus long. Pour tous ces problèmes, je ne sais pas en ce moment quelle est la situation réelle. Ouais, nous sommes en train de faire des enquêtes avec tout le sérieux qui s'impose. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que concernant la vitesse de la procédure de dédouanement, nous avons déjà pris beaucoup de mesures. Par exemple, nous avons réduit une exigence des nombre des bulletins maintenant depuis 80 jusqu'à 40 de pièces de certificats. Nous allons encore continuer cette mesure. Nous sommes en train d'accélérer
la mise en œuvre de ces bulletins exigés afin de réduire la vitesse de dédouanement. En même temps, nous voudrions également réduire tout le coût généré pour les douanements. Avec toutes les mesures prises par la Banque chinoise donnent des effets très notables. L'année dernière, selon un rapport de la Banque mondiale, ce résultat est déjà reflété. Concernant les autres procédures d'approbation chinoise, la Chine cesse d'approfondir la réforme des procédures d'approbation. Il n'y a pas longtemps, les autorités concernées ont publié un document afin de réduire davantage les exigences sur des listes ou des bulletins présentés pour l'approbation. Donc, sur le plan de l'approbation, nous avons déjà pris une série de mesures pour permettre au marché de jouer un rôle plus important, de sorte que les autorités administratives ne font seulement que des choses dans leurs compétences nécessaires. Pour les questions concrètes à rencontrer dans les activités commerciales et économiques, on pourrait donc relater tous ces problèmes aux autorités commerciales locales. Même on pourrait également porter plainte. La loi sur les investissements étrangers que nous venons de promulguer vise justement à améliorer le mécanisme de plainte pour les investisseurs étrangers. Pour tous ces problèmes concrets, je fais la proposition de recourir à ce mécanisme de plainte. En ce qui concerne la liste des entités peu fiables et l'état d'avancement de l'élaboration de cette liste, nous allons publier des mesures en la matière prochainement. Merci de Lianhe Zaobao. Est-ce que Huawei fera partie des négociations commerciales entre les deux pays? Est-ce que la Chine va prendre des mesures pour limiter l'exportation de terres rares en mesure de rétorsion contre les États-Unis? Et puis, quelles sont les conséquences pour une entité d'être enregistrée dans la liste des entités non fiables? En ce qui concerne les conséquences de la liste des entités peu fiables, nous avons publié les mesures prochainement, comme je vous ai dit tout à l'heure. En ce qui concerne les terres rares, la Chine est le pays le plus riche en ressources de terres rares. Nous sommes prêts à répondre aux besoins normaux des différents pays en matière de matières rares. Mais si certains pays profitaient des exportations de terres rares pour produire des produits et entraver le développement de la Chine, nous n'accepterons pas ces pratiques. En ce qui concerne les négociations commerciales entre les deux pays, comme je vous ai dit tout à l'heure, les négociations commerciales, il faut adopter une attitude de respect mutuel, il faut travailler pour parvenir à un même objectif, il faut respecter le principe de l'égalité et de bénéfices mutuels. Si nous ne pouvons pas respecter ces principes, il n'y aura aucun sens dans les négociations et on n'arrivera pas à obtenir un accord exécutable et durable. La dernière question. Merci. De l'Alliance Chine Nouvelle. Maintenant, on est intéressé par la future tendance de ces négociations commerciales. La partie américaine a annoncé qu'en juin, lors de G20, les deux présidents vont se rencontrer. J'aimerais savoir, est-ce qu'au niveau opérationnel, il y a déjà des contacts? Est-ce qu'il y a déjà un programme de futures négociations? Et quel sera l'accord que la Chine pourrait accepter dans le futur? Merci.
pour cette question tout à l'heure. Comme je vous ai dit, que maintenant, le problème existant dans les négociations entre la Chine et les États-Unis, c'est principalement l'augmentation de droits de douane de 10% à 25% sur 200 milliards des exportations chinoises, et puis les États-Unis sont en train aussi de négocier l'augmentation de droits de douane sur encore plus de 300 milliards des exportations de Chine. La Chine fait preuve toujours de bonne foi dans les négociations commerciales. L'accord que la Chine acceptera, c'est qu'il s'agira d'un accord égal et mutuellement bénéfique. Dans les négociations, il faut savoir se respecter, il faut trouver un objectif commun et il faut respecter le principe de l'égalité et de bénéfices mutuels. Je vous remercie. Merci. Ainsi prend fin la conférence de presse. Merci. Merci de nous retrouver. Vous venez d'assister à la conférence de presse du Bureau d'information du Conseil des affaires d'État de Chine, qui a publié le livre blanc sur la position de la Chine dans ses négociations commerciales avec les États-Unis. Et nous retrouvons maintenant notre invité du jour, M. Wu Zexi, pour en parler. Alors, monsieur, durant toute cette conférence de presse, plusieurs sujets ont été abordés. Donc, lequel vous a le plus impressionné? Je pense que c'est une très très bonne conférence de presse par laquelle on a pu éclaircir davantage voilà, le problème. Bon, certains aspects a été déjà plus ou moins abordés tout à l'heure. Voilà. J'aimerais bien signaler un point très important. C'est que selon certains décideurs américains, la Chine a pu se développer grâce au piratage des propriétés intellectuelles des autres. Évidemment, c'est complètement faux. Aucun pays, j'aimerais bien signaler, aucun pays ne peut se développer en piratant les autres. Pourquoi? La raison est très simple. Lorsque vous piratez les autres, vous étouffez l'esprit d'innovation. Donc, votre économie ne peut pas durer avec le piratage. Au contraire, il faut encourager l'innovation, donc protéger la propriété intellectuelle. La Chine fait beaucoup d'efforts là-dessus. La Chine fait beaucoup d'efforts là-dessus. Tout à l'heure, le vice-ministre du Commerce a bien donné quelques chiffres. J'aimerais bien reciter ces chiffres. L'année dernière, le dépôt des propriétés intellectuelles, des licences pour les inventions, était au nombre de plus de 1 580 000. Voilà, c'est énorme. Et il faut savoir que parmi ces dépôts, il y a aussi des étrangers qui travaillent en Chine et qui déposent. Bon, s'ils n'ont pas de confiance aux autorités chinoises, ils n'auraient pas déposé les demandes. Parce que quand vous déposez les demandes, toute la technologie est publiée. Du coup, les autres ne peuvent pas copier, puisque c'est publié, tout le monde le connaît. Voilà, donc cela suppose une confiance totale. Vous voyez, dans ce domaine, la Chine fait beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, je crois que la Chine est devenue, voilà, depuis 8 ans consécutifs, le premier pays dans le monde dans ce domaine, c'est-à-dire avoir autant de dépôts pour la licence des propriétés intellectuelles. Donc on fait beaucoup d'efforts. Et il faut savoir que la Chine est un pays, est un grand pays d'innovation. Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, aussi bien de la part du gouvernement que de la part des entreprises privées. Voilà. Huawei, vous savez, c'est la fameuse entreprise qui fait l'objet voilà, de mesures discriminatoires de la part des États-Unis. Huawei emploie 80 000 chercheurs pour l'innovation technologique. C'est ça qui explique d'ailleurs le succès de l'entreprise. Ce n'est pas en piratant les autres. C'est pas possible d'ailleurs. Voilà, les États-Unis se protègent très très bien. On ne peut pas pirater. Voilà. Les États-Unis depuis longtemps interdit d'exporter des produits de haute technologie
à la Chine. Oui. Voilà. Donc voilà, ça c'est un point que j'aimerais bien expliquer à cette occasion pour que nos auditeurs puissent comprendre, parce que c'est vraiment un propos très trompeur. Complètement d'accord avec vous. Et en effet, de ma part, il y a 2 points qui ont été posés par le vice-ministre chinois du COMEX, M. Wang Shouwen, durant cette conférence. L'un est bien le revers d'attitude des États-Unis durant toute négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Et l'autre point est bien la position de la Chine, ou bien l'insistance de la Chine sur quelques principes. Alors, comment expliquez-vous le revers des attitudes de la part des États-Unis? Et ma deuxième question est bien que sur quel principe la Chine ne veut-elle absolument pas transigner? Bon, alors, on voit la volte-face répétée oui. des États-Unis. Au début, ça m'a surpris aussi. Je crois que tout le monde a été surpris. Mais comment un pays aussi important que les États-Unis puisse faire des volte-face comme ça? Oui. Voilà. Parce que ça met en péril leur crédibilité. Mais bon, ben, finalement, on comprend, ben, c'est peut-être une pratique préférée, voilà, des décideurs américains aujourd'hui. Bon, ben, c'est pas sérieux. À mon avis, c'est pas sérieux. Bon, le but, c'est probablement de faire accepter, faire avaler des couleuvres aux partenaires. Mais c'est pas sérieux et c'est pas poli. C'est pas poli. Donc pour nous, la Chine, le principe est très simple. Il faut négocier sur le pied d'égalité. Il faut respecter la dignité des autres. Et puis, il faut qu'un accord soit conclu avec l'intention de profiter à tout le monde. Voilà. Donc, s'il y a des concessions à faire, il faut que les deux parties fassent ensemble. Voilà. Ben, c'est ça le principe de la Chine. Oui. Pour nous, ben, de toute façon, comme on a dit dès le début, ce n'est pas la Chine qui a provoqué voilà, ce litige. Ben, ce sont les États-Unis. Donc, pour nous, ben, il suffit que les États-Unis acceptent de négocier un arrangement voilà, qui pourrait résoudre à la fois leurs problèmes et sans nuire aux intérêts des Chinois, eh bien, ben, pourquoi pas voilà. Donc notre attitude est toujours claire. Oui, donc avec cette attitude, nous attendons avec patience la poursuite de cette négociation. Et merci pour vos éclaircissements sur toutes ces questions. Et c'est la fin de cette émission spéciale et merci de nous avoir suivis. À bientôt.